le général Mbaye Cissé, en rapport avec ses supérieurs, notamment le chef d'état-major général, le chef d'état-major particulier du chef de l'État, du président de la République, sur autorisation du président de la République, a souhaité que partout dans le Sénégal, que des missions aillent à la rencontre des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité et de toutes les communautés pour partager recueillir leurs préoccupations, leurs besoins en sécurité, identifier ensemble les menaces internes, externes et les risques qui se posent à elles. L'exercice de ce matin participe de cela, raison pour laquelle nous sommes réunis depuis 10h15 pour réfléchir sur ce que je viens de dire, sur les menaces internes, externes, sur les risques, sur les besoins de sécurité, sur les insuffisances notées, étant entendu que cette démarche s'est voulue participative, itérative, englobante et globalisante. C'est que toutes les formes de menaces liées à la sécurité des personnes et des biens soient identifiées. La sécurité classique, telle que nous l'avions connue dans les années 60, n'est plus de mise. Même aujourd'hui, dans certaines instances, on parle même de sécurité humaine. On place l'humain au cœur de la sécurité. Sécurité même dans les produits que nous mangeons. Sécurité de notre environnement. Sécurité même dans l'esthétique. Tous ces éléments doivent être aujourd'hui partagés, analysés. Beaucoup de structures ont des esquisses, des stratégies sectorielles de sécurité. Il était normal que le chef de l'État, dans sa vision de protéger les personnes et les biens, dans ce souci de rendre pérennes les institutions publiques et de veiller à leur continuité, si c'est nécessaire, donc de faire dans un condensé, qu'on appelle stratégie nationale, donc l'ensemble de ces questions-là. Spécifiquement sur Saint-Louis, puisque l'objectif de ce matin, c'était que nous traitions uniquement du cas de Saint-Louis qui nous intéresse. Certains sont revenus sur la vétusté des bâtiments qui sont dans l'île, bâtiments publics comme privés, mais rappelez qu'aujourd'hui, l'État a essayé, par le biais du programme touristique de Saint-Louis et de sa région, essayer d'apporter son soutien à tous ces propriétaires de bâtisses qui dateraient de l'époque coloniale et dont le niveau de dégradation, à la condition qu'ils participent à un pourcentage infime, peut-être 1% du financement, mais nous sommes butés sur des obstacles. Certains bâtiments sont déclarés bien vacants. Et la loi a instauré une procédure qui sur 27 ans, il voudrait qu'un bien vacant, quand il est considéré comme tel, et pendant 25 ans, l'État confie sa gestion à une autre personne ou à lui-même jusqu'à ce que ce terme. Donc, nous avons ce premier obstacle, c'est qu'on a beaucoup de biens vacants, dont on ne connaît même pas le propriétaire. Nous avons également des biens qui sont dans une indivision, où la fratrie n'a pas pu s'accorder sur les conditions d'héritage, etc. Si bien que le montant, à peu près 3 milliards, destiné donc aux réhabilitations de ce patrimoine, nous n'avons pas encore pu l'utiliser, ne serait-ce qu'à 20%. C'est ça notre difficulté. Et comme Saint-Louis est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, on ne peut pas intervenir sur ce patrimoine au risque de le faire basculer dans la liste du patrimoine en péril. C'est ça notre difficulté. Maintenant, sur les questions d'immigration pendulaire, ce que je devais dire, entre certaines zones du Sénégal pendant la période de Covid, j'ai dû recadrer l'intervenant pour lui dire que ce n'étaient pas des navires qui nous venaient de l'étranger, mais c'était des Sénégalais qui quittaient Mbour, qui quittaient Joal et qui étaient d'autres zones pour revenir donc à Saint-Louis. Nous sommes frontaliers à la Mauritanie. Il faut savoir l'histoire de cette zone. Jusqu'en 60, c'était quasiment le même pays. Tout le Trasa était quasiment dans le Sénégal. Donc du coup, il y a une longue histoire de traversée de la frontière
Parce que dans ces cas présents, les phénomènes de peuplement et de repeuplement ne sont jamais achevés. C'est des mêmes familles qui sont de part et d'autre, ce qui justifie l'intensité de la migration pendulaire. Chaque village qui a son vis-à-vis en Mauritanie est un point de passage. Et si on en compte, on a plus de 200 villages qui sont de part et d'autre donc de la ligne frontalière. Donc du coup, les points de passage que l'État a instaurés s'avèrent insuffisants eu égard à cette dynamique. Mais on a une forte présence de la marine depuis quelque temps sur le plan d'eau. On a une forte présence également de la gendarmerie. Je viens de monter il y a moins d'une semaine dans leur nouvelle vedette. Il y a une forte montée en puissance de la police des frontières, dont les effectifs ont été doublés. Il y a la présence également de l'armée dans les opérations de nomadisation. Donc du coup, ce besoin de sécurité s'en trouve pris en charge donc, par l'État dans ces différentes démarrements. Ce qu'il y a lieu maintenant de demander, c'est que les populations contribuent à l'effort de sécurité. Qu'ils n'y contribuent pas par de l'argent ou par quoi que ce soit, c'est pas ce qu'on leur demande, qu'ils y contribuent par le renseignement, donc par la collaboration, pour que toutes les menaces asymétriques ou autres puissent être appréhendées dès le départ par le biais de ce que je viens de dire.